Vous en voulez une douzaine ? Eh bien, c'est désormais possible. Puisque voici, je dirais même plus, numéro 12. Amis du soir, bonsoir. Je dirais même plus, une émission avec une belle bande de passionnés. Au sommaire de ce numéro, Clotilde, avec une chronique qui risque de se terminer en queue de poisson. Gilles, qui va défier le Brexit pour nous parler d'une BD toute britannique. Ensuite, ce sera le grand entretien avec notre formidable invité, formidable et dominical. Et puis, il y aura Benoît, qui va nous expliquer comment réparer un joint de culasse défaillant sur une fusée interplanétaire. Et pour finir, nous aurons le droit à un post, une notification ou peut-être même un like de Damien, notre réseauman. Je dirais même plus, c'est parti! Je dirais même plus! Alors, quelques infos pour commencer. Gérald Forton, né en 1931, nous a quittés le 18 décembre. Gérald Forton était un pilier du journal Vaillant et de Pif Gadget. C'était aussi le petit-fils de Louis Forton, le créateur des Pieds nickelés, et c'était un très très grand monsieur de la BD. Angoulême outragé, Angoulême brisé, Angoulême martyrisé, mais surtout Angoulême reporté. Là où Omicron passe, les festivals trépassent. Dernière brève, Riyad Satouf s'est cassé le bras droit. Il est obligé de dessiner de la main gauche. Ça ne change pas grand-chose, d'après ceux qui ne l'aiment pas. Vous pouvez toujours aller vérifier tout ça sur sa page Facebook. Je dirais même plus! Non. Clotilde n'est pas un robot vocal. Clotilde existe vraiment. Pendant les vacances de Noël, je l'ai vue en vrai de vrai, au Celtic à Perros-Guirec. Clotilde, on dirait que ce petit séjour au bord de la mer t'a donné envie de nous parler de mouettes muettes, de bateaux silencieux, de sardines aphones, et même t'a donné envie de plonger dans un océan, c'est ça ? C'est tout à fait ça, André. Alors, je tiens à préciser tout de même que les joies du direct font que je vous parle depuis chez moi, ouais. Alors que je suis qu'à contact après le Nouvel An. Les joies de 2022 qui ressemblent à 2021, qui ressemblaient déjà pas mal à 2020, bref. Aujourd'hui donc, tu le disais, j'ai choisi de parler d'un livre que j'ai adoré et qui s'appelle Un océan d'amour. C'est une bande dessinée muette de Lupano et Panachione qui nous raconte tout en images, sans mots donc, pour ceux qui n'étaient pas sûrs de la définition de muette et qui n'avaient pas saisi les allusions d'André, qui nous parle donc, disais-je, d'amour et de sardines à l'huile. On y rencontre un breton d'un certain âge, petit, fin, avec une grosse tête et d'encore plus grosses lunettes. Et sa femme, une bretonne en tenue d'époque, coiffe bigoudaine sur la tête, ronde comme une mamie gâteau. Ça a pour moi, la parisienne pérosienne, une saveur d'enfance. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. J'étais, comme tu le disais, à Perros à Noël, puis à Ouessant pour le Nouvel An. Et comme souvent quand je rentre au pays en cette saison, je reviens à Paris nostalgique de la mer, de ces vagues chargées de tempêtes qui vous balancent de l'écume plein la tête. Et dans Un océan d'amour, on la retrouve, la mer. Les thématiques couleurs sont un peu sombres, le même vert que celui de la mer en hiver, mais aussi de l'ocre, du rouge brique, du noir. Les teintes naturelles de l'hiver se retrouvent par double page, parfois un peu plus. Et on plonge à pieds joints dans l'histoire, dans l'univers, dans l'ambiance. Sans parler des doubles pages superbes, avec des perspectives incroyables de l'homme face à ce qu'il fait chaque jour à la nature, ou du mari qui pense à sa femme qui lui manque. Sans onomatopée et sans bulle, on entend les cris des mouettes qui accompagnent le retour de la pêche. On sent l'odeur de la terre après la pluie. On a sur la langue le goût de la galette complète cuite sur une biligue. Un peu comme si, en nous privant de texte, la bande dessinée muette nous permettait de solliciter un peu plus nos sens. En perdant les bulles, on se concentre d'autant plus sur l'image, on glisse plus vite de case en case, mais en même temps, on prend aussi le temps de s'attarder sur les gestuels et les mimiques pour essayer d'entendre ces mots que les protagonistes refusent de laisser sortir.
C'est un art délicat que celui de la BD muette. Il faut réussir à donner de l'impulsion à la narration pour éviter que le lecteur ne se perde dans la contemplation. Il faut savoir exprimer la joie à l'aide d'un haussement de sourcils, d'un regard et d'un sourire, la colère avec une bouche tordue, un nez froncé et des sourcils baissés, ou la surprise avec des yeux ronds comme des billes et une mâchoire décrochée. Ok, Clotilde, donc on y voit de la joie, de la colère, de la surprise, mais c'est pas un océan d'amour, le titre de cette bande dessinée? Alors si, effectivement, André, un océan d'amour. Et comme son nom l'indique, ce livre raconte une histoire d'amour, celle du petit breton et de la grande bigoudaine. Monsieur est pêcheur et madame est femme au foyer. Elle lui mijote des bons petits plats pour son retour sur terre. Mais pour aller à la mer, là, elle lui prépare simplement une boîte à goûter avec des boîtes de sardines à l'huile, les fameuses dont je vous parlais en introduction. Il part un matin tôt en mer avec son matelot pour aller pêcher le poisson. Sauf que désastre! Pendant la sortie, un gros bateau de pêche industriel les frôle, manque de renverser le frêle esquif, et son petit filet se coince sur la coque du cargo. De là, le petit breton va vivre des aventures incroyables à travers l'océan, toujours accompagné de ses sardines à l'huile. Il va aussi faire le constat désastreux du manque de respect de l'homme pour la mer. Il croise un continent de plastique, une mouette coincée dans un emballage, un cargo en plein dégazage, un bateau qui fait du chalutage. Bref, les images sont marquantes, parfois presque un peu choquantes, mais le message passé, on reprend le fil de l'histoire du petit pêcheur amoureux qui s'est embarqué. Et la bigoudaine, me direz-vous, que lui arrive-t-il à la bigoudaine? Reste-t-elle bien sagement à la maison? Passe-t-elle ses journées à se morfondre sur le quai désert attendant son mari qui ne revient pas? Chante-t-elle sa peine accompagnée par les autres femmes de marins sur le port le soir? Croise-t-elle une voyante qui lit l'avenir dans la galette saucisse? Part-elle en croisière à l'autre bout du monde à la recherche de son mari emporté? Mais enfin, je ne vais pas tout vous raconter. Pour savoir ce qu'il advient de la bigoudaine et de son marin, allez donc lire Un océan d'amour de Lupano et Panassione aux éditions Delcourt, collection Mirage. Super, Clotilde, merci pour cette belle chronique. Tu sais quoi? J'en reste muet. Ou sans voix. Ou sans voix. À bientôt, André. Ouais, à bientôt. Je dirais même plus. Ce n'est pas l'heure du thé, mais Gilles va nous parler de Britain et Associés d'Anna Berry. Et je suppose que Gilles choisit ses sujets de chronique uniquement pour s'amuser à entendre mon abominable accent anglais. Bonjour André, bonjour à tous. Je vais à mon tour vous parler d'une petite merveille. Petite n'étant pas à prendre au sens affectueux, gentiment affectueux et surtout pas quantitatif ou réducteur. Cette merveille est parue chez Casterman en 2009 et elle se nomme Britain et Associés. C'est un livre superbement écrit, dessiné, colorisé et mis en page par Hannah Berry, une autrice peu connue dans nos contrées alors qu'elle croule sous les louanges dans son pays, l'Angleterre, où elle a même été adoubée par Posy Simmonds herself, et ça vous en classe une d'autrice, et pas qu'un peu. Ce superbe album est déjà un polar chandlérien, avec pour héros principaux Fernandez Britton, dit Fern, et son associé Stuart, qui sont entraînés, bien évidemment, dans une enquête riche en rebondissements, et mandatée par Charlotte Mouton, une belle et riche héritière qui n'arrive pas à croire au suicide soudain de son mari. Bien entendu, l'enquête ne sera pas simple, et Fern va s'y enliser de plus en plus, nous emmenant à sa suite, pour notre plus grand plaisir. L'intrigue policière, solide, riche et complexe, est le premier atout de ce livre. On pense parfois au Chinatown, écrit par Robert Towne avec Polanski, et d'autant plus que Charlotte Mouton vous aurez des faux airs de Faye Dunaway. Sur cette intrigue de qualité, l'autrice écrit des dialogues et les cartouches de pensée de Fern avec une belle plume. Par exemple, la pièce était telle que je l'avais laissée, l'insatisfaction planait dans l'air aux côtés des notes de poussière. Ou bien, pour décrire la première apparition de Charlotte Mouton, glissant sereinement à travers la clientèle agitée, elle ressemblait à l'idée que je me faisais d'un cygne sous lithium. Troisième atout de ce livre, l'ambiance, que l'autrice rend parfaitement. La pluie continue séveno Blade Runnerienne, les atmosphères grisâtres, soulignées par la mise en couleur qui colle à l'intrigue. Tout cela dans une ville dont la verticalité des immeubles évoque l'architecture urbaine du Brésil de Terry Gilliam. Parce que, graphiquement, Hannah Berry n'est pas n'importe qui. J'oserais même dire que l'inventivité de ses mises en page et la qualité de ses cadrages en font l'une des meilleures du domaine, rien de moins. Je me demande parfois si elle n'aurait pas les plus belles plongées et contre-plongées du médium, c'est à ce point-là, vraiment. Enfin, la cerise sur le gâteau. Car tout ça ferait déjà un album de fort bonne facture, mais Hannah Berry y a ajouté une petite pincée de nonsense so British dont je ne vous divulgacherai rien ici.
Sachez seulement que Stuart, l'associé de Fern, n'est pas tout à fait n'importe qui, mais je préfère vous laisser la surprise. Le seul autre vestige de cette autrice remarquable est un collectif paru chez Casterman, La Villa sur la falaise, où elle avait dessiné une histoire courte que vous pouvez lire en intégralité, but in English, sur le site web de l'autrice, https://hannaberry.co.uk. Hannahberry pour Hannah Berry. Où vous serez ravis de découvrir qu'elle a écrit aussi 2 autres romans graphiques, Livestock et Adamtine, dont on espère que les éditeurs franco-belges ne nous priveront pas trop longtemps encore. Hein, Casterman? Pas facile à trouver, sans doute, aujourd'hui, cet album mérite amplement les efforts que vous consacrerez à l'obtenir. Il n'a pas, en France, rencontré le lectorat qu'il aurait mérité, et ça, c'est vraiment trop injuste. Hannah Berry, Britton et Associés, chez Casterman. Je dirais même plus. Pour la première pause musicale, je propose un jeu de massacre à la manière de Tex Avery. Voici donc l'ouverture de Guillaume Tell, complètement massacré par Spike Jonze. Aujourd'hui, la bande dessinée est sérieuse. Elle prend souvent le nom de roman graphique pour mieux relater les destins de personnages illustres ou adapter des œuvres littéraires. Et c'est bien. Mais malheureusement, en contrepartie, l'humour n'a plus la cote. La gaudriole s'étiole, la déconne détonne, et devant le comique, on tique. Seule une tribu de Rigolus résiste au Tristus. Des guerriers de la blague, armés jusqu'aux dents de langues de belle-mère, de coussins péteurs et bien sûr de fluide glacial. Ces courageux résistants se nomment Bernstein, James, Thirier, Beignet, Fab Caro et Fabrice R. Bonjour Fabrice R, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, pour ces entretiens à distance, Fabrice, j'aime bien situer les lieux. Nous sommes à Perros-Guirec, dans le studio de Millennium. On entend les mouettes et ça sent la crêpe au beurre salé. Et toi, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves? Et si par hasard tu étais dans ton atelier, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu, nous le décrire, ou décrire ton environnement, nous dire s'il y a beaucoup de livres autour de toi? Bah là, je suis sur la plage à Tahiti, en fait, parce que je déteste passer l'hiver en métropole, c'est trop... Et puis voilà, ouais, non. Bah, comme tu l'as souligné tout à l'heure, je fais partie d'une irréductible tribu de rigolos, donc voilà, c'était ma réponse rigolote. Ça commence bien, j'ai l'impression. Quand on fait de la BD comique, on est meilleur quand on réfléchit à ses gags sur les planches plutôt qu'en direct. Non, c'était drôle, hein, j'y ai vraiment cru. J'ai vraiment cru que tu étais sur la plage. C'était Mouette qui m'ont inspiré, je crois. D'accord. Non, là, je suis chez moi, effectivement. Mon atelier se confond un peu avec mon salon de vie quotidienne. Donc ça veut dire que quand des gens viennent chez moi, ils sont obligés de traverser un petit peu le souk que j'y laisse, hein, parce que j'ai besoin de tout ce que je suis en train de faire autour de moi pour travailler. Ce qui veut dire effectivement pas mal de livres, parce que je me sers beaucoup de livres, soit quand je travaille sur un projet qui porte sur l'histoire, par exemple, soit parce que je m'inspire beaucoup en fait des livres en tant que tels. Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve qui dégage comme un parfum en fait, invisible évidemment et enfin insensible, mais qui contribue à créer l'ambiance dont on a besoin pour dessiner, pour écrire. Donc pas mal de livres, beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de bandes dessinées autour de moi dans cet atelier. Et puis là sur mon bureau, il y a toutes les pages et les dessins sur lesquels je travaille. Là aussi c'est tout en vrac parce que je travaille toujours sur plusieurs trucs à la fois. J'aime changer d'activité sur une même journée, donc je prends, je jette et en fait je m'interdis de ranger au fur et à mesure et ça crée une espèce de tourbillon qui m'entoure. Voilà. Donc c'est plein de papier partout. D'accord. Alors Fabrice, je trouve que ton dessin a une grande force comique, comme ceux de Jacoviti, de Gottlieb avant, d'Edica. La simple vue de tes dessins me donne déjà envie de sourire, et ça avant même d'avoir lu et compris les gags.
Alors, en as-tu conscience ou bien c'est quelque chose que tu travailles beaucoup ou c'est tout simplement dans ta nature de dessiner de cette façon? Alors d'abord, merci beaucoup parce que c'est un compliment qui est pas si fréquent que ça en fait. On me dit souvent que mon dessin est reconnaissable, mais il en heurte aussi pas mal de gens qui m'ont dit d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils avaient du mal un petit peu à rentrer dedans. Ça peut peut-être s'expliquer parce que en fait cet effet comique ça fonctionne parce que tes personnages ils jouent faux finalement, ils surjouent et on peut dire qu'ils en font des tonnes et moi je trouve que c'est ça qui est franchement drôle quoi. Voilà, et je pense que c'est là que ça peut créer un truc, mais ça me dérange pas en fait. Effectivement, je trouve que d'avoir un dessin qui passe pas inaperçu, c'est vraiment plutôt un avantage quoi quand on fait de la bande dessinée. Je suis très heureux de ça parce que c'est essentiel en fait. Je trouve que la bande dessinée c'est une forme d'écriture, donc plus on va vers un dessin qui nous appartient et plus ça veut dire qu'on est proche de ce qu'on veut exprimer quoi. Mmh. Alors moi ça s'est pas fait tout seul quand même. Sur mes premiers albums j'ai un dessin qui est beaucoup plus ligne claire. Là je rajoute beaucoup plus de choses. Et un dessin qui était plus figé aussi. Et il y a une dizaine d'années j'ai passé quelques mois à travailler ça en fait, à essayer de libérer ma main. Pour aller vers plus de souplesse et plus aussi effectivement de grotesque ou d'exagération parce que ça me paraissait très important. Enfin moi dans la manière dont je pratique cet humour dessiné, il faut que ça passe par là. Et puis c'est vrai que moi j'ai grandi avec Edika par exemple et oui, donc quand je l'ai cité, j'avais raison quand même. Oui, Jacobiti encore plus tôt d'ailleurs, mais Jacobiti c'est plus une impression d'enfant. Quand je lisais Pif, il y en avait dedans et ça m'avait vraiment impressionné. Mais je trouve que un des grands maîtres du mouvement, c'est vraiment Edika. Et en le revoyant aujourd'hui, enfin il continue d'ailleurs de temps en temps dans Fluide, mais quand je revois les planches que je lisais quand j'étais jeune, je m'étais pas rendu compte à quel point son dessin était consistant, mobile, très expressif quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé et voilà, et je trouve que c'est un très bon véhicule à l'humour, enfin, en tout cas à une certaine forme d'humour pour un certain nombre de gens qui peuvent y accrocher quoi. Voilà. Ouais. On va parler d'une année au lycée. Alors c'est une série, on peut dire, il y a plusieurs albums qui est hyper bien documenté et je crois connaître ton secret parce que tu as été en même temps prof et auteur de BD. C'est toujours le cas ou tu as dû renoncer à la première carrière? Oui, j'ai dû renoncer effectivement à enseigner. Et je suis content là aussi que tu me présentes comme ça parce que ça a été effectivement un renoncement. Je suis très content de faire que du dessin et j'aurais pu décider de garder l'enseignement et d'arrêter le dessin, mais dans tous les cas ça aurait été un renoncement à quelque chose. Bon, j'ai enseigné pendant un peu plus de 20 ans et pendant quelques années à mi-temps et quand je pouvais faire les deux c'était vraiment un super équilibre qui se voit justement dans une année au lycée je trouve. C'est là que c'est la série où j'ai fait le plus de dessins, je continue à en faire d'ailleurs aujourd'hui. Mais les dernières années, j'avais beaucoup de mal à assumer les deux, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ces deux activités. C'est pas réputé pour, puisqu'on est souvent considéré comme des gens qui profitent de vacances ou quand on est dessinateur de gens qui se font plaisir. Alors c'est vrai aussi, les deux, mais à côté de ça, je trouve que ce sont deux métiers dans lesquels il faut entraîner les gens en fait. Que ce soit une classe ou que ce soit un lecteur, il faut y mettre beaucoup d'énergie pour essayer de susciter chez lui quelque chose qui donne envie de nous suivre. Et voilà, ce sont il y a 2 ans, il a fallu que je fasse un choix. Je le regrette pas parce que c'était juste avant l'année de mise en place de la réforme du lycée. Donc je m'étais dit courageusement que j'allais laisser mes collègues essuyer les plâtres. Ouais. Et puis en plus c'est l'année où il y a eu le Covid. La Covid qui est arrivée aussi. Mais je pense que là ça leur a demandé encore plus d'énergie. Enfin, je continue de vivre avec des enseignants et d'en voir très souvent et je vois dans quel état ils sont. C'est vraiment très dur, Bah, une année au lycée, c'est le guide de survie en milieu lycéen. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus dur, tu crois, élève ou prof? C'est une bonne question. Je pense que c'est prof parce que ça dure plus longtemps. L'élève, il peut se dire que... Marc, c'est vrai que quand on a 15 ans, se dire ça va durer 3 ans, ça paraît infini, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même...
à un moment on en sort, et puis moi, à titre personnel, j'ai d'excellents souvenirs du lycée en tant qu'élève. C'est vraiment les années où on prend un peu d'autonomie, on se fait ses meilleurs copains, on commence enfin, c'est une vie sociale qui est vraiment beaucoup plus autonome qu'auparavant, quoi. Alors là, Fabrice, j'ai une question carrément stupide. Est-ce que tu crois que ton album Mars, co-réalisé avec Fab Caro, que cet album, il est à l'origine de la vocation de Thomas Pesquet? Ah ouais, j'espère. Moi, je pense que c'est surtout un album d'anticipation, là. On va le faire. C'est pas possible qu'on laisse les Américains s'approprier Mars en plus, là. Donc, il faut qu'on réagisse. Ils ont déjà eu la Lune, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Chacun son truc. Ouais. Dans la géniale parodie Z comme Don Diego, on retrouve tous les poncifs, mais vraiment, alors tous les poncifs de la série Zorro de Disney. Vous vous êtes retapé tous les épisodes, c'est pas possible, c'est? Ben pas moi, mais Fabrice, alors Fab Caro qui l'a scénarisé, c'est en revoyant ces épisodes avec ses enfants qu'il a pensé à ça. Je pense que en fait, évidemment, l'intérêt pour l'histoire en tant que telle avait un petit peu disparu. On a tous regardé ça petit, mais je suis pas sûr que ça supporte beaucoup de visionnage. Et du coup, il a regardé au second degré et il s'est dit que c'était quand même assez marrant. Ouais. Et quand il m'a parlé de ça, moi j'ai regardé un demi-épisode et je me suis dit je vais aller regarder des photos plutôt parce que je voulais m'inspirer un petit peu de la colorisation qui avait été faite après, ce genre de truc. Mais j'ai pas eu besoin de regarder tous les épisodes. Tu as échappé à ça. J'aurais pas signé sinon. Alors Coluche, président, en collaboration avec ton frère, tu as imaginé donc que Coluche aurait finalement été élu président de la République. Est-ce que tu aurais aimé vivre dans une France dirigée par Coluche, même si tu aimes l'humour? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est celle qu'on s'est posée en faisant ce bouquin. Parce qu'au début, l'idée, c'était plutôt de se dire qu'il aurait tout sabordé, quoi. Enfin, il en aurait fait une espèce de gros carnaval, comme l'a été la campagne, en fait. Et puis, le livre avançant, les histoires vers lesquelles il est allé, c'est plutôt quelqu'un, au contraire, qui a une espèce de prise de conscience et qui devient finalement le plus sérieux de tous dans cette histoire. C'est-à-dire qu'autour de lui, il se rend compte d'une espèce de comment je dirais, de trucs complètement foutraques, en fait, qui existent à tous les niveaux, en fait. Et il se rend compte que finalement, lui, au milieu, il a peut-être des idées qui, au contraire, sont plus humanistes ou plus raisonnables. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, moi, je m'étais dit non, il faut surtout pas, en fait, que quelqu'un comme ça puisse arriver au pouvoir, parce que quand bien même ça serait Coluche, ça peut mal tourner, quoi. Et puis, en faisant l'album, je me suis dit que finalement, ça aurait peut-être été pas si mal de lui donner sa chance. Au moins d'essayer. Ouais, au moins d'essayer. C'est donc, tu l'as dit, un album que tu as fait avec un fameux JMR. C'est un monsieur qui cache un peu ses prénoms. Il est le génial auteur de romans complètement délirants. Je les conseille tous, à commencer bien sûr par le petit dernier, Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Mais la question, c'est facile de travailler avec son propre frangin. Ouais, c'est un truc un peu curieux parce que il nous a fallu du temps, en fait. On a publié notre premier livre en même temps, la même semaine. Et c'était, je sais pas, en 2006, je crois. Et il a fallu plus de 10 ans pour qu'on arrive à faire quelque chose ensemble, alors que tous les deux, on était dans l'humour, en fait. Mais finalement, l'écriture de roman et l'écriture de bande dessinée, c'est pas la même chose. Et c'est lui qui a fait le chemin, je dirais, puisqu'il est passé par l'écriture de sketch pour Groland. Ouais. Donc ce sont des choses plus courtes, basées davantage sur des dialogues, des punchlines et tout ça. Et qui se rapprochent plus de la BD. Ouais, je pense, parce que dans les romans, il développe toujours une histoire sur du long terme. Il a l'habitude de construire ses romans de manière très disparate, en fait, par morceaux auxquels il donne une cohérence. Ça veut dire que c'est une réflexion de longue date, quoi. Et du coup, une fois qu'il a réussi qu'il a fait tout ce chemin, moi je lui ai demandé de continuer avec moi ce Coluche que j'avais commencé tout seul sur le premier épisode,
Et après, tout s'est hyper bien passé, quoi. Ouais. D'accord, et on continue un petit peu quand on a le temps, mais c'est vrai que lui et moi, on est un peu pris, là. Ouais, vous avez chacun vos activités. Ouais. Alors, pour cet album, encore une question stupide, là, pour cet album, vous avez négocié un bon contrat, tous les deux, ou bien ils ont réussi à rouler les airs? Oui, non, t'es pas obligé de répondre. Hein, ouais, sinon, j'allais dire, il faut demander à mon frère, parce que c'est mon grand frère, donc c'est lui le R majuscule. D'accord. Fabrice, il n'est jamais trop tard pour faire une pause musicale. Et tu as choisi Simon de Serré. C'est comme ça qu'on dit, de Serré ou de Simon de Serré. Ouais. Serré. Il va falloir justifier ce choix. Pourquoi as-tu choisi ce morceau? Alors Simon de Serré, c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, dont on peut trouver un certain nombre de chansons en ligne. Je ne sais pas s'il y aura sur le site de la radio le moyen de le joindre. J'adore ses chansons, c'est des trésors, je trouve, de poésie. Il exprime des choses de manière que je trouve très simple et très forte. Voilà. Donc il y a une très belle écriture. Depuis quelques années, il travaille aussi pour la musique avec Pascal Commelade de temps en temps. Ah oui. Qui vit aussi à Serré, puisque Serré c'est le nom de la ville où il réside. Donc cet univers-là, je le trouve hyper beau, très poétique et aussi très entraînant, comme on va le voir avec cette chanson, je pense. Eh bien, on l'écoute. Voilà, Fabrice, on se retrouve maintenant pour parler de western, parce qu'avec Fab Caro, tu t'es essayé au western, et ça a donné Walter Appleduck. Alors j'ai appris qu'il n'y aurait pas un troisième opus, et c'est vraiment dommage, parce que je suis pas un grand fan de la reprise de Lucky Luke, et là je vais encore te faire un compliment. Je trouve que Appleduck est le premier western qui m'a fait vraiment rire depuis le Lucky Luke de Maurice et Goscinny. Alors pourquoi il ne va pas y avoir de suite à cette série? C'est toujours la loi du marché d'édition, quoi. Voilà. Si c'est pas assez suivi, s'il n'y a pas assez de ventes, d'accord. Ouais. Ça se poursuit pas, quoi. Sinon, vous auriez aimé continuer ce western. Ouais, en tout cas, tous les deux, on a vraiment beaucoup aimé faire ça. Il se trouve qu'avec Fab Caro, on est un peu maudit, je pense, sur la question du public et des ventes. Enfin, à titre individuel, il l'est pas du tout maudit, mais quand on fait un truc ensemble, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Qui fonctionne, ouais. Alors, quand je croise des lecteurs qui ont apprécié, ils me disent que ça fonctionne, mais enfin, c'est normal, vous me direz. Ouais. Et nous, on se régale à faire ça, quoi. Et c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de concessions non plus, je pense. Enfin, on le fait comme on a envie de le faire. En plus, avec Fabrice, on travaille depuis 10 ans ensemble et je crois qu'on a envie aussi déjà de se faire rire l'un l'autre. Il m'envoie donc un scénario un petit peu crayonné. Puis moi, je lui réponds avec un dessin où j'ai essayé de mettre ma façon de voir les choses pour le faire rire aussi. Donc, voilà, peut-être qu'on pense un peu à nous avant tout. Et du coup, c'est vrai qu'on serait bien parti sur un troisième. C'était pas impossible, mais voilà, ça manquait un petit peu d'enthousiasme de l'autre côté. Bon, avec ça, tu t'es quand même entraîné à dessiner des cow-boys. Est-ce que tu te sens prêt à reprendre Blueberry? Non. Ouais, bien sûr, Blueberry. je peux te faire une tête de Belmondo. Ouais, sur la fin, on pourrait faire un Blueberry vieux. On va parler de l'édito de Spirou. On a l'impression que Fab Caro et toi, vous êtes devenus un peu les nouveaux Gaston Lagaffe de la rédaction. Comment est-ce que vous vous y prenez pour chroniquer chaque semaine le contenu du magazine et comment vous réussissez à être en phase à chaque fois avec ce contenu? Alors le fait qu'on se soit un peu posé comme des Gastons en arrivant, puisque dans le tout premier on s'était fait arriver avec la porte rédaction comme quand Gaston était arrivé, mais c'était juste un clin d'œil en fait, évidemment, puisque l'idée c'était pas de reproduire ça après, donc on fait pas des gaffes dans la rédaction, mais effectivement on est censé
chroniquer ce qui s'y passe, et puis à chaque fois, ça tourne à autre chose. Donc ça tient à Fab Caro surtout. Nous, on nous donne le sujet de la couverture quelques semaines avant. D'accord. On nous dit, voilà, ça va parler de ça essentiellement, parce que il n'y a pas souvent des numéros spéciaux au sens strict du terme d'un Spirou, mais il y a toujours une couverture avec, il y a une interview des auteurs et tout ça. Et voilà, et donc Fab parle de là, mais en général, ça dérive assez vite sur autre chose, quoi. Ouais. Alors j'ai lu quelque part, je sais plus où d'ailleurs, que les personnages de cet édito, donc qui sont en fait, tu l'as dit, Fab Caro et Fabrice R, vont connaître une vie en album peut-être. C'est une fausse info ou c'est un fake ou c'est vrai? Non, je pense que c'est un fake, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est pas prévu non plus, oui. D'accord. Et avec Fab Caro, c'est une vieille complicité. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Depuis toujours? Depuis Z comme Don Diego, donc on l'a commencé il y a 11 ans exactement. D'accord, ouais. Et on se connaît depuis plus que ça, puisqu'en fait, on a commencé à peu près en même temps en 2005-2006, et en plus, lui, il a commencé à la Cafetière, mais très vite, il a publié à 6 pieds sous terre, qui est une maison d'édition qui est basée à Montpellier, où j'ai commencé moi aussi. Et puis, on vit tous les deux dans le coin aussi, donc on se connaît là depuis ce moment-là déjà. D'accord. Et même si vous avez vos séries autonomes, vous avez de temps en temps envie de vous retrouver pour travailler ensemble. Oui, ouais, toujours. Vu l'ampleur qu'a pris son propre travail, je lui ai proposé à plusieurs reprises de se concentrer sur la voie qu'il trace, quoi, parce que ça demande de plus en plus de temps et d'énergie. Mais à chaque fois, il me dit que là, de continuer l'édito et puis d'essayer d'avoir des petits projets ensemble, c'est toujours je pense que ça lui fait comme une récréation aussi, en fait, parce que c'est des moments où on s'épaule, quoi. Quand on fait un projet personnel, c'est un peu plus d'investissement en énergie, en émotionnel aussi. Tandis que là, effectivement, on fait ça de manière beaucoup plus relâchée. Et je pense que ça nous fait du bien tous les deux, ouais. Ouais. Alors, tu es présent dans les pages de Spirou, dans les pages aussi de Fluide Glacial. Ce sont quasiment les derniers survivants de la presse BD, qui est devenue vraiment peau de chagrin. Est-ce que tu regrettes l'époque où les magazines BD étaient nombreux, et est-ce que tu étais lecteur de ces magazines? J'ai une vision un peu faussée, peut-être parce que moi je lisais surtout Spirou et Fluide. Ah oui. Donc pour moi ça existe toujours. J'ai lisé le Psychopathe quand même, là qui existe plus, qui existe sous forme numérique maintenant. Enfin c'est plus le Psychopathe, c'est Mazette qui a pris la suite. Oui, avec Melaka qui est la fille de Karali. Donc ça existe encore, mais voilà, c'est plus un journal papier. Moi, je veux dire que quand on a été élevé au journal papier, c'est difficile de passer à d'autres supports, je trouve. Ouais. Mais alors, évidemment, je trouve c'est embêtant parce que moi, je vois l'importance que ça a, le travail que je fais aujourd'hui dans la presse, dans Spirou, dans Fluide. Il y a beaucoup de choses que j'y ai fait qui donnent pas des albums, mais outre le fait que ça fait vivre financièrement parlant, ça fait vivre aussi sa plume, quoi, et son écriture dont je parlais tout à l'heure. Ça permet très régulièrement de se mettre un petit peu à l'épreuve au travail, et ça c'est important, surtout pour ensuite faire d'autres projets un peu plus de fond. Ça permet de garder une sorte de régularité de travail. Et ça, c'est sûr que pour les plus jeunes, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans ces magazines-là. Donc c'est pas évident, je pense, pour beaucoup de gens de trouver ce rythme-là et de trouver cette dynamique. Voilà, ça donne quand même, ça pousse. Oui, et puis c'était de vrais laboratoires qui permettaient de tenter des choses et de voir ce qui pouvait se faire ou pas, et ça a complètement disparu. Complètement. Et ça, moi, c'est un truc dans lequel j'ai fait ma propre culture. Quand j'étais petit, je lisais les bandes dessinées de mon père, c'est-à-dire tout ce qui était Tintin, Astérix, toute cette génération-là. Et c'est dans Fluide que j'ai découvert Blutch quand il a fait le concours, Thirier, Dupuis-Berberian. C'est dans le Psycho que j'ai découvert tous les gars de l'association quelques temps plus tard, quoi. Donc c'était effectivement des endroits où on découvrait des trucs, et c'est vrai que ça c'est plus difficile. Hein. Alors Fabrice, tu as donc tes séries où tu es auteur complet.
tu fais parfois appel à un scénariste, Fab Caro, mais tu es toi-même aussi scénariste, par exemple avec Savoia. Donc vraiment, tu remplis toute la palette d'auteurs de bande dessinée. Et tu aimes bien écrire des scénarios pour les autres ? Ouais. Ça, c'est quelque chose que je fais de manière plus récente. Le travail avec Sylvain Savoia, c'est sur la série Le fil de l'histoire. Là, c'est ma qualité de prof d'histoire qui m'a conduit à cette série qui a été initiée par Frédéric Nifle chez Dupuis. Et alors là, il s'agit de scénarios qui sont, au sens strict du terme, plutôt des sortes de petits cours d'histoire à disposition des enfants, puisqu'on s'adresse aux enfants à partir de 7 ans à peu près. Du coup, c'est un scénario un peu particulier qu'il faut construire de manière très précise en fait. Tout ce qu'on dit est exact et du coup, il faut le dire de manière simple mais assez exhaustive. C'est un exercice un peu périlleux mais que je trouve très intéressant. Et puis alors surtout, c'est cette magie après de voir quelqu'un qui le met en image. Ça, je connaissais pas ça auparavant. Et là, cette année, il y a un autre livre qui va sortir chez Ozu, où j'ai fait un scénario, mais alors pour le coup d'une aventure complètement loufoque, et c'est dessiné par TM. Ça devrait sortir en avril ou en mai. Et alors là, c'était une écriture beaucoup plus libre, et ça m'a beaucoup plu aussi, ouais. C'est-à-dire que d'écrire des choses en se disant oh là là, si moi je devais dessiner ça, en fait j'écrirais pas ça. Parce que je lui ai mis par exemple des batailles d'avions dans le ciel pour lesquelles j'ai demandé que ce soit dynamique, réaliste et rigolo. Et il m'a dit pas de problème, et en plus il le fait super bien. Donc ça c'est vraiment un grand plaisir que je connaissais pas auparavant, donc j'espère en faire d'autres. Ouais. D'accord. Eh ben merci Fabrice pour cet entretien. Écoute, je te souhaite donc de pouvoir continuer à bien t'amuser avec la bande dessinée et bien nous amuser avec tes dessins. Et avant de retrouver Benoît et Damien, on va écouter les Liminianas. C'est du rock de garage. Hein. Tu crois pas que c'est l'idéal pour réparer des joints de culasse de fusées interplanétaires? Et c'est perpignanais aussi en plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Salut Fabrice, merci beaucoup. Merci André, merci beaucoup. Quand Benoît aime et défend un album de BD, il est capable de s'enthousiasmer, de revendiquer, de s'emporter et même de se révolter du bounty, mais il est aussi capable de s'envoler vers Mars. Bonjour. Air ou ne pas air, telle est la question aujourd'hui. Parmi les nombreux albums que j'apprécie beaucoup de cet auteur, depuis Démonax qui m'avait assez intrigué à l'époque, je développe une préférence pour Mars. D'abord, car c'est le mois de mon anniversaire. Ok, je dis ça, je dis rien. Mais aussi parce qu'il figure parmi les 3 BD les plus drôles que je connaisse, avec Pat Boone de Winchlus et The Story of Me Too, le tome 1 de Bouzard. Alors c'est un album de Fab Caro et de Fabrice R de 2014 chez Fluide Glacial qui a été réédité en 2018 dans un format plus classique. Et si Walter Appleduck, des mêmes auteurs, se déroule dans le Far West, ici ce n'est pas le cas du tout, car on se retrouve sur une base militaire aérienne française, donc rien à voir avec les projets d'Elon Musk. Dans la forme, je parle de l'édition originale, mesdames, messieurs, c'est un petit format carré pour une histoire qui ne tourne pas vraiment rond. 2 strips de 3 cases chacun par page, avec un gag par strip, avec souvent une chute assez vertigineuse, parfois brutale et toujours super drôle, et c'est difficile d'être désopilant en seulement 3 cases. Je voulais vous en lire un, mais la description orale ne correspond pas à la symbiose entre l'image et le texte lu. Et puis, lire un strip à la radio, cela ne fonctionne pas. D'abord, car je ne suis pas Orson Welles, mais surtout car le texte est complété par des images qui créent un écart énorme avec ce qui est attendu. Quant au dessin, il est hyper caricatural et retranscrit les émotions forcées et attitudes expressives des personnages à la perfection.
en renforçant les attitudes absurdes et grotesques pour notre plus grand bonheur de lecteur. Il s'agit d'un humour au second, voire au 30e degré. Par exemple, le sous-titre « Un petit pas pour l'homme, une belle entorse pour l'humanité » donne le ton. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est le décalage entre la situation grave et sérieuse de la mise en orbite d'une fusée et le démontage systématique de l'événement par un ensemble de bras cassés, personnages complètement ahuris et inadaptés à l'événement. Il ne faut rien attendre de cette bande dessinée. Aucune vertu pédagogique ici. Encore une BD où l'on n'apprend rien, mais dans laquelle je ris beaucoup. Pas de contrepétrie, ni de jeu de mots ici. Le scénario se résume à une caricature de la conquête française de l'espace. Et son échec, car la fusée ne décolle pas parce que dotée d'un moteur de Twingo. Et nous assistons à toutes les stratégies pour la faire décoller. Réparateur mécanicien, parachutiste, militaire, sans succès. L'événement est suivi dans la tour de contrôle par les scientifiques et les militaires et retransmis à la télé. Du coup, on profite du point de vue d'un couple de bidochons, mais aussi le point de vue des astronautes ou d'autres protagonistes à chaque étape de la mission. C'est désopilant et avec cette redondance des gags et de leur alternance de points de vue. Et comme il ne se passe rien, puisque la fusée ne décolle pas, un conseiller du président de la République propose de réaliser une série télévisée qui va doubler le voyage sur Mars, permettant de gagner des points d'audimat au président, jusqu'à en faire oublier les vrais astronautes et le retour sur Terre en embrouillant encore plus la confusion de l'histoire. Mais l'acmé se situe pour moi au moment de la rencontre du troisième type, en la présence de la femme de ménage portugaise embarquée qu'ils prennent pour un alien et qui me fait toujours mourir de rire. Bref, et pour finir, à chaque fois que je le relis, ça va vraiment beaucoup mieux après. Et je me dis donc, Mars et ça repart. J'espère vous avoir convaincu par ma chronique intergalactique. En tout cas, je retourne d'Erechef la relire pour rigoler encore et encore et encore. Je dirais même plus. Une chronique de Damien, c'est une tonalité, une expérience bouleversante. C'est l'amour, la conscience du temps qui passe, la contemplation du monde, l'enthousiasme, la joie, la mélancolie, tout ça à la fois. Alors, on ferme les yeux et on écoute Damien qui va nous présenter son palmarès et puis partir après en Hongrie ou bien le contraire. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Allez, vas-y Damien. Oula, tu mets la barre très très haut, André. Je vais tenter la mélancolie, la tristesse et la Hongrie en même temps. Mais bon, c'est pas pour verser dans la facilité des bilans de janvier, mais je vais dresser un bilan de janvier. C'est le bilan de la meilleure vente du sujet qui nous intéresse sur 2021, avec des chiffres croisés de différents sites, Datalib et GFK. Pour ces deux organismes, le top of the top, over the top et le top de la topicitude, c'est le Griffon d'Astérix, sans surprise, de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad aux éditions Albert René, avec 1 547 000 exemplaires vendus pour plus de 15 millions d'euros. Ensuite, selon les classements, on retrouve Goldorak de Xavier d'Horizon, Black et Mortimer, bloqué dans une faille temporelle où l'art graphique et narratif n'aurait jamais évolué. Les aventures de Vincent Lacoste au cinéma de Riyad Satouf, Black Sad de Canales et Guardino. Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici chez Dargaud, avec 122 565 exemplaires que nous avait chroniqué Clotilde, et Le droit du sol, le journal d'un vertige d'Étienne Davodo, chez Futuropolis, avec 80 404 exemplaires, chroniqué par Gilles, figure aussi au classement. L'auto-édité Je m'appelle Kylian de Kylian Mbappé, chez KM Éditions, est également dans le top 10 avec 98 000 exemplaires. Bon. Après, on a La jeune femme et la mer de Catherine Meurice, qui figure dans l'un des deux palmarès, ainsi que Moon River. Bon, je suppose que le passage de Fab Caro dans l'émission y est pour quelque chose. Il y a aussi dans l'un des palmarès plusieurs albums de Mortel Adèle, Idée cadeau pour Noël, avec un personnage transgressif pour de rire, best-seller de l'édition jeunesse.
Après le top 10, on retrouve bien placé Les Strates de Pénélope Bagieux, une BD chère à Clotilde, et pas loin de Largo Winch. Côté manga, on trouve Solo Leveling, One Piece, Spy Family, Demon Slayer, Munch. Bon, il n'y a pas de comics dans le top 10 de cette année. Mais pour revenir sur les surprises, on trouve une valeur sûre de l'édition. Un footballeur à la mode, les sempiternelles vieilles badernes des albums à collectionner, les collections à compléter ou les sujets à la mode. C'est aussi navrant à lire que de céder à la facilité d'un bilan de janvier pour faire une chronique paresseuse. J'avais presque envie de vous parler d'un autre palmarès, le top 1 en Hongrie. Et oui, je vous emmène en Hongrie, c'est bien ça le sujet. Qui, lui, a le mérite de porter un mouvement. Le bouquin s'appelle « Le pays des contes pour tous ». Je ne prendrai pas le risque de vous le prononcer en hongrois. C'est de Lila Bolek, chez Pagoni. J'espère qu'il sortira un moment en France. Bon, au départ, le bouquin était soutenu par le mouvement LGBT, mais ses ventes restent très très confidentielles en 2020, jusqu'à l'intervention des politiques, quand le Premier ministre, Viktor Orban, et les députés d'extrême droite, ce livre est déchiré en public. Il sert de prétexte à des lois interdisant la représentation de l'homosexualité. Mais, s'il n'a pas le droit d'être exposé en vitrine ni feuilleté, il peut être vendu et le public découvre un ouvrage inclusif, absolument convenable, où un lapin différent peut sauver la forêt, où une biche veut devenir un cerf, où le prince peut aimer le prince, dans un Cendrillon revisité qui a mis le feu aux poudres. Avec 400 000 exemplaires vendus, Le pays des contes pour tous est un best-seller dans ce pays de 9 millions d'habitants. Et effectivement, j'espère qu'il sera édité ici. Bon, on est d'accord, le scandale favorise le succès. Mais le fait que le public découvre un bouquin qui fait bouger les lignes, on aimerait bien que ça arrive aussi dans notre microcosme où le palmarès sont souvent des copier-coller, une année sur l'autre. Je dirais même plus. Bon, les amis du soir, je dirais même plus, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Greg qui réalise l'émission avec le flegme de Blake et Mortimer réunis et avec la précision et la rapidité d'un Lucky Luke en duel avec fil de fer. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine ici même sur Millennium. D'ici là, portez-vous bien.